La consigne était claire, protéger les plus vulnérables de ce qui ressemblait à une contagion psychique. Le subreddit Watch People Die était un endroit sombre de Reddit, un lieu qui prétendait documenter la réalité crue de la mort mais qui est vite devenu une vitrine pour les vidéos les plus dérangeantes du web. Des accidents mortels, des exécutions, des suicides, parfois même des meurtres, y étaient postés sans filtre, souvent accompagnés de commentaires froidement techniques, presque cliniques. Au départ, certains utilisateurs justifiaient le forum comme étant un projet à vocation éducative ou sociologique. Comprendre la fragilité de la vie, disait-il. Montrer la vérité que les médias censuraient. Mais très vite, ce prétexte s'est effondré. Le ton des commentaires devenait moqueur, voyeur, parfois même excité. Des profils passaient des heures à regarder, commenter, analyser, jusqu'à perdre toute sensibilité. Ce qui a véritablement choqué la communauté Reddit dans son ensemble, c'est une série de vidéos postées anonymement entre 2017 et 2018. Ces vidéos ne ressemblaient pas aux autres. Elles étaient d'une qualité trop parfaite. Plusieurs angles, éclairage maîtrisé, aucun son, des scènes glaciales filmées dans ce qui ressemblait à des sous-sols ou des bâtiments abandonnés. Les corps ne semblaient pas venir d'un conflit ou d'un accident. C'était plus intime, plus sinistre. Rapidement, la rumeur a couru qu'un tueur en série diffusait ses propres meurtres sur le subreddit. Des utilisateurs ont tenté de regrouper les preuves. Ils ont géolocalisé des détails en arrière-plan, comparé les corps et les environnements, croisé les dates avec les bases de données de personnes disparues. Rien n'a jamais été confirmé officiellement, mais certains éléments concordaient avec des affaires non résolues en Russie et en Europe de l'Est. Puis, tout a été supprimé. Les vidéos, les comptes, les threads. Certains modérateurs ont quitté le forum sans explication. L'ambiance a changé. On ne parlait plus de fascination morbide, mais de peur réelle. Des utilisateurs ont affirmé avoir reçu des messages privés d'un ton menaçant après avoir participé à des discussions d'analyse. D'autres affirmaient que leurs posts avaient été supprimés dès qu'ils mentionnaient certains pseudos ou certaines vidéos. Finalement, en 2019, Reddit a fermé Watch People Die. Officiellement, la décision était motivée par des violations graves des règles contre les contenus violents et inappropriés. Officieusement, beaucoup pensent que la pression venait de plus haut. Des articles de presse évoquaient l'hébergement de contenus criminels. Certains imaginaient même une intervention gouvernementale. Mais la fermeture du forum n'a pas effacé les cicatrices. Sur d'autres subreddits comme True Crime ou Creepypm, des utilisateurs disent encore recevoir des messages mystérieux, des liens vers d'anciennes vidéos, des rappels qu'ils ont vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. L'ombre de Watch People Die plane toujours sur Reddit. Ce n'était pas seulement un forum. C'était une porte ouverte vers quelque chose de bien plus obscur. Maura Murray était une étudiante brillante de 21 ans à l'université du Massachusetts Amherst, spécialisée en soins infirmiers. Le 9 février 2004, elle disparut sans laisser de traces après un accident de voiture sur une route isolée du New Hampshire. Cette affaire a depuis hanté Reddit, notamment la communauté Unresolved Mystery, qui a analysé chaque détail pendant des années, espérant percer le mystère. Tout commence quelques jours avant sa disparition. Maura semblait troublée. Elle avait été surprise en train de pleurer à son poste de travail sur le campus, et lorsqu'un supérieur lui demanda ce qui n'allait pas, elle répondit simplement « Mon Dieu ». Mon Dieu, sans plus d'explication. Peu de temps après, elle envoya un email à ses professeurs pour les informer qu'un décès était survenu dans sa famille, ce qui s'est révélé faux. Elle fit ses valises, retira une somme d'argent en liquide, acheta de l'alcool, et quitta le campus. Ce soir-là, Maura conduisit sa Saturn noire vers le nord. Aux alentours de 19h30, elle eut un accident sur la route 112 à Haverhill, un petit village du New Hampshire. Une résidente locale, alertée par le bruit, vit la voiture accidentée sur le bas-côté. Elle proposa son aide, mais Maura déclina poliment. La voisine appela néanmoins la police. Quand les autorités arrivèrent environ 10 minutes plus tard,
Mahoura avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun pas dans la neige fraîche. Sa voiture était là, les clés et son sac avaient disparu, mais l'habitacle contenait une boîte de vin éclatée. Son téléphone portable ne fut jamais retrouvé, pas plus qu'elle. À partir de ce moment, Reddit se lança dans une véritable croisade d'investigation. Des utilisateurs ont décortiqué les relevés bancaires, les appels téléphoniques, les témoignages des résidents et même des cartes topographiques du coin. Certains pensaient qu'elle s'était volontairement enfuie pour recommencer sa vie ailleurs. D'autres soupçonnaient un crime. L'hypothèse d'un tueur en série opportuniste refaisait surface périodiquement. Un détail troublant devint central dans les discussions sur Unresolved Mystery. Peu de temps avant sa disparition, Mahoura avait recherché en ligne des itinéraires vers le New Hampshire, mais aussi des articles sur la survie en montagne. Certains y virent une préparation. Mais pourquoi mentir à ses professeurs sur un décès familial? Pourquoi partir en laissant toutes ses affaires de valeur derrière elle? Et surtout, pourquoi choisir un endroit si reculé, au cœur de l'hiver? Les théories pullulent sur Reddit. Certains affirment qu'elle a volontairement disparu et vit sous une autre identité. D'autres sont convaincus qu'elle a fait du stop après l'accident et est montée dans le mauvais véhicule. Il y a même eu des pistes dans des puits abandonnés et des cabanes forestières, parfois fouillées par des redditors eux-mêmes. Malgré les années, Mahoura Murray n'a jamais été retrouvée. Ni vivante, ni morte. Son dossier reste classé comme une disparition inexpliquée. Mais dans les archives de Unresolved Mystery, des centaines de postes la tiennent en vie, analysant encore et toujours ces quelques minutes perdues dans le froid, sur une route déserte où le temps semble s'être figé. Tout a commencé presque banalement, sur un petit subreddit appelé The Truth is Here, un lieu réservé aux théories de conspiration, aux histoires étranges et aux internautes un peu trop curieux. C'est là que des utilisateurs ont commencé à parler d'un compte Reddit au nom étrange, Religion of Peace. Ce compte, actif pendant des années, semblait être celui d'un vétéran un peu amer, souvent raciste, qui postait fréquemment sur des forums de politique et de tir. Rien d'extraordinaire, jusqu'au jour de sa mort. Le 17 juillet 2009, un autre utilisateur, 2A6, poste un message pour annoncer la mort de son ami Religion of Peace, qu'il surnomme Milo. Il dit qu'il est mort d'un AVC, et qu'il gérait un site d'hébergement d'images appelé lexitykiepil.com. À première vue, ce site ressemblait à un simple site de dépôt d'images, vieux dans sa conception, très basique. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Un utilisateur curieux décide d'examiner le code source du site. Et là, surprise, dans les lignes HTML, se trouvent des messages cachés. Non pas des commentaires de développeurs, mais de véritables annonces codées. Elles sont écrites dans un langage presque militaire. Poste vacant, discret, multilingue, ancien militaire uniquement. Déploiement immédiat. Utilisez le mode de livraison habituel. D'autres messages font référence à des dates, des localisations, des groupes de 4 à 6 personnes, des tarifs en millions, et des instructions liées à des opérations de transport sécurisées. Certains utilisateurs pensent immédiatement à des contrats de sécurité privée, ou pire, à des assassinats commandités. On parle de mercenaires, de missions clandestines, d'exfiltration. La communauté Reddit se lance dans une véritable enquête collaborative. Des threads massifs apparaissent sur The Truth is Here, Conspiracy, et même NetSec. On tente de relier ces messages à des événements géopolitiques, assassinats de figures politiques, opérations militaires secrètes, disparitions inexpliquées. Un message en particulier fait référence à une opération le 15 janvier 2010, à proximité de Dubaï. 6 jours plus tard, Mahmoud al-Mabhouh, un commandant du Hamas, est retrouvé mort dans un hôtel à Dubaï, assassiné dans ce qui semble être une opération orchestrée par des agents israéliens. La ressemblance entre les dates et les annonces fait frémir les enquêteurs amateurs. Ce qui a rendu l'affaire encore plus troublante, c'est que chaque fois que quelqu'un révélait une nouvelle pièce du puzzle, le site était mis à jour. De nouvelles annonces apparaissaient, certaines semblaient répondre directement aux investigations Reddit. Comme si quelqu'un surveillait les curieux, et s'amusait avec eux. Puis, du jour au lendemain, lexitykiepil.com est mis hors ligne.
Le domaine expire. Les messages cryptiques cessent. Le compte de 2 à 6 disparaît à son tour. Aucun média officiel ne parle de cette histoire. Et pourtant, ceux qui l'ont suivi de près sont convaincus qu'ils ont frôlé quelque chose de très réel, très dangereux et très secret. Depuis, le nom de Lexity Keepil est devenu une légende sur Reddit. Pour certains, c'était un jeu de réalité alternée brillant, un ARG élaboré par des passionnés. Pour d'autres, c'était la trace numérique d'une vraie organisation de contract killer utilisant Reddit comme couverture. Quoi qu'il en soit, les preuves demeurent. Les archives sont là. Et dans les profondeurs de The Truth is Here, des utilisateurs continuent de chercher. Parce que même si le site est mort, le mystère, lui, est bien vivant. Pendant des décennies, le Golden State Killer était une ombre insaisissable. Il rôdait dans les années 70 et 80 en Californie, violent, tuant, laissant derrière lui des scènes de crimes glaciales, signées par une violence méthodique. Plus de 50 viols, 13 meurtres, et une terreur qui traversa les générations. L'affaire resta sans réponse pendant plus de 40 ans, malgré des quantités massives d'ADN, de témoignages et de profils psychologiques dressés par les autorités. La police ne parvenait pas à identifier ce prédateur. Et pourtant, c'est en partie grâce à Reddit que le tueur fut finalement démasqué. Sur le subreddit Génétique Généalogie, des passionnés d'ADN et de généalogie partageaient depuis des années leurs recherches, leurs arbres généalogiques, leurs connexions de plus en plus précises entre lignées. L'outil qui allait tout changer s'appelait GeoDmatch, un site où n'importe qui pouvait importer les données de son test ADN et comparer son profil à ceux d'autres utilisateurs. C'était censé aider à retrouver des cousins éloignés, des parents biologiques ou des origines ethniques, mais certains utilisateurs avaient un autre objectif, résoudre des affaires criminelles. Un groupe de redditors, généalogistes amateurs et data scientists, commença à évoquer une idée audacieuse. Si les autorités avaient un profil ADN du tueur inconnu, pourquoi ne pas le comparer à des bases de données publiques comme GeoDmatch, en espérant trouver un cousin lointain? À partir de là, on pourrait reconstruire un arbre généalogique inversé pour remonter jusqu'à l'auteur des crimes. Cette idée semblait folle à l'époque, mais elle fut testée discrètement. Et elle marcha. Lorsque les forces de l'ordre chargées de l'enquête sur le Golden State Killer décidèrent d'utiliser cette méthode, elles réussirent à trouver un parent éloigné du suspect dans la base de données publique. À partir de cette correspondance lointaine, les enquêteurs, et certains passionnés sur Reddit, ont reconstitué des branches généalogiques, éliminant des suspects par date de naissance, lieu de résidence, casier judiciaire. Tous les chemins finissaient par converger vers un nom, Joseph James DeAngelo, ancien policier, vivant paisiblement dans la banlieue de Sacramento. La confirmation se fit en silence. Des agents surveillèrent DeAngelo, récupérèrent un objet qu'il avait jeté, et extraire discrètement son ADN. C'était une correspondance parfaite. Le Golden State Killer venait enfin d'être identifié. L'annonce de son arrestation, en avril 2018, fut un séisme. Non seulement parce que l'affaire semblait irrésoluble depuis 40 ans, mais surtout parce que cette percée était due à des outils publics, et à des discussions qui avaient débuté sur Reddit, loin des laboratoires criminels traditionnels. Les membres de Génétique Généalogie célébrèrent l'événement avec fierté, tout en débattant intensément des implications éthiques. Car si cette méthode permettait de retrouver des criminels, elle soulevait aussi la question de la vie privée, du consentement des utilisateurs dont les données ADN étaient indirectement utilisées par la police. Depuis, la généalogie génétique est devenue un outil incontournable dans les enquêtes criminelles aux États-Unis, et Reddit reste un des lieux où les généalogistes citoyens partagent leurs découvertes, pistes et méthodes. L'arrestation de DeAngelo n'a pas seulement résolu une affaire vieille de 40 ans, elle a aussi montré qu'une communauté de passionnés pouvait rivaliser avec les institutions, et parfois les surpasser. Au départ, ce n'était qu'un post parmi tant d'autres sur Abandon Porn. Un utilisateur passionné d'exploration urbaine partageait des photos d'une vieille maison délabrée, située dans une zone rurale à la périphérie d'une petite ville du Midwest américain. Les images montraient une bâtisse classique, en bois,
couverte de lierre, aux vitres brisées. Rien de plus étrange que d'habitude, jusqu'à ce qu'il entre à l'intérieur. Ce qu'il a découvert a rapidement attiré l'attention de Reddit tout entier. Chaque centimètre carré des murs, du sol et même des plafonds était tapissé de journaux anciens, jaunis par le temps, scotchés ou cloués les uns sur les autres. Mais ce n'étaient pas de simples pages oubliées. Chacun de ces journaux était surligné, entouré, raturé à l'encre noire ou rouge avec des mots bibliques, des injonctions morales et des phrases désordonnées évoquant l'Apocalypse, les péchés, et le jugement dernier. Les photos publiées montraient des inscriptions répétées à travers toute la maison, toujours les mêmes versets, recopiés encore et encore dans une calligraphie tremblante. Des symboles étaient peints sur les miroirs, les portes, même les toilettes. Une des pièces, entièrement calfeutrée, contenait une seule chaise au milieu d'un cercle de bougies fondues. La scène évoquait plus un rituel qu'un abandon accidentel. Le Redditor qui avait pris les photos ne s'attendait pas à déclencher une telle vague de réactions. Dans les commentaires, des dizaines d'utilisateurs affirmaient avoir reconnu l'endroit. Un ancien habitant de la région déclara que la maison appartenait à un homme qui vivait seul depuis la mort de sa mère, connu pour être une fanatique religieuse. Un autre disait que des bruits étranges avaient été signalés dans cette maison après sa prétendue vacance, et qu'on l'avait souvent vu allumer en pleine nuit. Rapidement, la discussion dériva vers quelque chose de plus inquiétant. Des personnes affirmaient que cette maison avait été liée à une série de disparitions dans les années 90, notamment celle d'un jeune garçon retrouvé mort dans la forêt voisine, sans cause de décès déterminée. D'autres affirmaient que des rites d'un ancien culte religieux opérant dans la région, aujourd'hui dissous, auraient utilisé la maison comme lieu de retraite spirituelle. Certains utilisateurs, intrigués, décidèrent de s'y rendre eux-mêmes. Quelques jours après le post initial, une nouvelle série de photos fut partagée. Cette fois, les images montraient que les murs avaient été nettoyés, les journaux arrachés, la chaise au centre de la pièce déplacée. Et pourtant, personne n'avait vu de véhicule ni personne sur les lieux. Le sentiment dominant dans les commentaires était clair, quelque chose ou quelqu'un surveillait cette maison. L'auteur du post original a supprimé son compte 2 semaines plus tard, après avoir affirmé dans un dernier message que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure de son appartement en pleine nuit. Il disait qu'il avait entendu une voix dans le couloir chuchoter son pseudo Reddit. Depuis, cette maison reste un mystère. Elle n'est plus visible sur Google Street View, et l'adresse exacte n'a jamais été officiellement confirmée. Mais sur Abandon Porn, les images sont encore là. Une capsule d'obsession, de paranoïa et peut-être de quelque chose de bien plus ancien qui attend dans les murs. Le subreddit Foo Fighter était dédié aux objets volants non identifiés, du nom donné aux mystérieuses lumières observées par les pilotes alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce forum rassemblait des passionnés, des anciens militaires, des théoriciens et des curieux, autour de vidéos, de témoignages et d'analyses d'observations inexpliquées. Pendant des années, c'était un lieu d'archivage amateur, souvent moqué, parfois ignoré. Puis une série de publications a tout fait basculer. En juillet 2020, un utilisateur nouvellement inscrit poste une vidéo brève filmée depuis ce qui semble être un cockpit militaire. On y voit une sphère métallique effectuer une manœuvre impossible à très haute vitesse, faire un angle droit en plein vol, puis disparaître en un éclair. La vidéo semble authentique, sans montage apparent, et l'interface du cockpit correspond à celle d'un avion de chasse américain. Au début, la réaction est prudente. Certains pensent à un drone, à un reflet, à une illusion d'optique. Mais dans les jours qui suivent, 2 autres vidéos du même type apparaissent, postées par différents comptes. L'un d'eux affirme que les vidéos ont été extraites d'un réseau militaire sécurisé par une faille logicielle temporaire. Les vidéos sont plus longues, plus nettes, et montrent des objets effectuant des trajectoires inhumaines, sans émission thermique, ni turbulence visible. Très vite, ces vidéos deviennent virales. Des centaines de commentaires affluent. Des experts autoproclamés, mais aussi d'anciens pilotes viennent témoigner. Un utilisateur avec un historique crédible dans l'armée de l'air affirme reconnaître le HUD, la date et le lieu. Il dit avoir assisté à un événement similaire sur une base du Nevada. Puis, soudainement,
les vidéos disparaissent. Les threads sont supprimés, les comptes posteurs sont bannis sans explication. Un modérateur intervient brièvement, parlant d'une violation des conditions d'utilisation, puis son message est effacé. D'autres utilisateurs rapportent avoir reçu des messages étranges après avoir uploadé les vidéos sur d'autres plateformes. Certains affirment avoir vu leur cloud personnel vidé à distance. Un d'eux affirme même que son ordinateur a été physiquement confisqué chez lui après une prétendue perquisition administrative. Ces suppressions massives attisent encore davantage la suspicion. Des Redditors parlent d'une censure organisée. On commence à voir émerger des théories autour d'une intervention gouvernementale directe. Plusieurs utilisateurs remarquent que les vidéos ont également été effacées des moteurs de recherche, comme si elles n'avaient jamais existé. Les copies survivantes circulent aujourd'hui encore, mais sous forme de fichiers torrents, hébergés sur des forums obscurs. Certaines versions montrent des détails supplémentaires, des sons radio étouffés, des conversations d'équipage qui semblent indiquer que les pilotes n'ont jamais vu ce type d'engin auparavant. Un d'entre eux aurait dit qu'il s'agissait d'un contact non humain, puis l'audio se coupe. Depuis cette vague de suppression, Foo Fighters est devenu un lieu fantôme. Beaucoup des membres historiques ont disparu. Le ton du subreddit est devenu distant, désabusé. Certains pensent qu'ils sont surveillés, d'autres refusent de poster quoi que ce soit de significatif. Mais pour ceux qui ont vu ces vidéos avant qu'elles ne disparaissent, quelque chose a changé. Ce n'était plus une question de croire ou non aux ovnis. C'était une certitude qu'il se passe quelque chose. Et que ceux qui savent ne veulent surtout pas qu'on regarde trop longtemps. Le thread était classique à première vue, comme tant d'autres sur AskReddit. La question était simple, quelle est la chose la plus étrange ou flippante que vous ayez vue chez un ami pendant une visite chez lui? Les réponses étaient nombreuses, la plupart drôles ou légèrement inconfortables. Mais au milieu du flot, une réponse s'est détachée. Longue, détaillée, dérangeante. Un utilisateur raconte qu'à l'adolescence, il avait été invité à dormir chez un ami rencontré récemment au lycée. La maison était grande, un peu trop silencieuse, mais rien d'anormal au premier abord. Les parents étaient absents ce week-end-là. L'ami semblait nerveux, mais affirmait qu'il était simplement stressé par des examens. Vers 2 heures du matin, l'utilisateur se réveille pour aller boire de l'eau. En traversant le couloir, il passe devant une bibliothèque dans le salon. En s'approchant, il se rend compte qu'il y a un léger courant d'air. Il observe de plus près et remarque une charnière mal dissimulée sur le côté de la bibliothèque. En poussant, il découvre que le meuble s'ouvre comme une porte. Derrière se cache un couloir étroit, avec des murs en béton et une ampoule Nuki pend du plafond. Curieux, il avance. Au fond du passage se trouve une pièce sans fenêtre, à peine plus grande qu'un placard. Il y a une table, une chaise, et contre le mur, des mannequins. Au début, il pense à des mannequins de couture ou d'exposition. Mais en s'approchant, il comprend que ce sont des figures humaines faites de cire ou de silicone, avec des cheveux naturels implantés, des vêtements d'enfants, des traces de saleté sur les chaussures. Le pire, dit-il, c'est que certains de ces mannequins avaient les yeux fermés, mais un clignement était visible, comme si les paupières étaient articulées. Il y avait une caméra posée dans un coin, braquée sur la chaise. Il quitte immédiatement la pièce et retourne se coucher, feignant de ne rien avoir vu. Le lendemain matin, il prétexte un malaise pour rentrer chez lui. Il ne reverra plus jamais cet ami. Il racontera plus tard à ses parents ce qu'il a vu. Une enquête sera ouverte, mais sans suite. La maison avait été vendue entre-temps. La pièce cachée n'est jamais officiellement mentionnée dans les documents d'inspection. L'ami en question change de lycée peu de temps après. Les réponses à ce commentaire furent nombreuses. Certains demandaient des preuves. D'autres disaient avoir vu ou vécu des choses similaires. Mais le plus troublant fut un message posté quelques heures plus tard, par un compte anonyme, sans historique, qui disait simplement « Tu n'aurais jamais dû entrer dans cette pièce ». Le commentaire original reste visible à ce jour. Il est souvent reposté dans d'autres threads de AskReddit, et parfois cité dans des compilations de récits d'horreur réels.
Pour beaucoup, cette histoire représente une des rares fois où Reddit a touché à quelque chose de profondément dérangeant. Pas une légende urbaine. Pas un ARG. Mais un souvenir réel, raconté avec une précision trop concrète pour être inventé à la légère. Make-up Addiction est généralement un endroit lumineux, coloré, rempli de conseils beauté, de photos avant-après, de recommandations de produits. C'est une communauté positive, où les membres s'entraident et partagent leur créativité. C'est pour cela que l'histoire qui s'y est déroulée en a marqué plus d'un, précisément parce qu'elle tranchait radicalement avec l'ambiance habituelle du subreddit. Tout a commencé avec une utilisatrice très active. Elle postait presque quotidiennement. Ses maquillages étaient toujours audacieux, très précis, parfois excentriques. Elle expérimentait beaucoup avec les couleurs, les formes, les illusions d'optique. Sa popularité grandissait. Des marques commençaient à la remarquer. Elle avait même mentionné en commentaire qu'elle envisageait de lancer sa propre chaîne YouTube. Puis, en l'espace de quelques jours, ses publications changèrent. D'abord subtiles, les modifications devinrent de plus en plus inquiétantes. Ses looks se firent sombres, toujours très bien exécutés, mais dérangeants. Elle se peignait le visage en expression figée, avec des sourires qui semblaient douloureux. Un jour, elle publia un maquillage où elle s'était peint le visage en noir et blanc, avec un effet de craquelure, comme une poupée brisée. Ce qui troubla la communauté, c'est qu'elle ne répondait plus aux commentaires. Et surtout, un détail passa presque inaperçu dans l'une de ses vidéos. À l'arrière-plan, dans un miroir, une silhouette semblait se tenir immobile, floue, sans que la maquilleuse ne le remarque. Plusieurs utilisateurs le signalèrent, mais les commentaires furent rapidement désactivés. Le dernier post fut le plus perturbant. Il s'agissait d'un maquillage de clown triste, entièrement en blanc et rouge, avec des larmes très réalistes coulant le long de son visage. La photo était floue. Sa tête penchait légèrement. Le titre du post disait simplement « Dernier regard ». Après cela, plus rien. Des membres de la communauté, inquiets, essayèrent de la contacter. Son compte Reddit resta actif pendant 2 jours encore, mais sans aucune publication. Puis il fut supprimé. En cherchant son pseudo ailleurs, certains utilisateurs tombèrent sur un compte Instagram également effacé, ainsi qu'un ancien site web en construction abandonné. Mais l'affaire prit une tournure plus sérieuse lorsque quelqu'un retrouva une ancienne story Instagram où elle avait mentionné son vrai prénom et un salon de maquillage indépendant dans une petite ville américaine. En croisant ces informations, un utilisateur découvrit qu'une personne correspondant à sa description avait été signalée disparue 1 semaine après son dernier post sur Reddit. Aucune suite officielle ne fut donnée. L'avis de disparition resta brièvement en ligne sur le site d'un département de police local avant de disparaître à son tour. Aucun média ne parla de l'affaire. Les archives Google en gardèrent une trace, mais toutes les données associées furent effacées ou rendues inaccessibles. Certains utilisateurs affirment que le compte Reddit a brièvement réapparu plusieurs mois plus tard, avec une seule nouvelle publication, une photo entièrement noire, sans description. Le compte a été désactivé définitivement peu après. Depuis, cette histoire est souvent racontée sur Unresolved Mystery et Creepy comme un exemple de disparition numérique silencieuse. Une personne pleine de talent, de vie, exposée chaque jour sur une plateforme ouverte, et qui s'est évaporée devant des milliers d'yeux sans que personne ne puisse comprendre pourquoi. Les parcs nationaux américains sont souvent perçus comme des sanctuaires de nature, des lieux de beauté et de calme. Mais sur Reddit, et particulièrement sur National Park, une série de témoignages apparus au fil des années a révélé une autre facette, beaucoup plus inquiétante, de ces vastes étendues sauvages. Tout commence avec un post d'un ranger anonyme, publié tard dans la nuit. Il expliquait qu'il n'écrivait pas pour faire peur, mais qu'il avait vu quelque chose qu'il n'arrivait pas à rationaliser. Au cours d'une patrouille de routine dans une section reculée du parc de Yellowstone, il aurait vu une silhouette debout au milieu d'une clairière, à environ 50 mètres. L'homme portait des vêtements neutres, semblables à ceux des randonneurs. Ce n'est que lorsqu'il leva sa lampe torche vers lui que le ranger comprit que la figure n'avait pas de visage.
Aucun trait. Aucune bouche, ni yeux, ni nez. Une surface lisse, comme un masque humain effacé. Il était convaincu d'un problème de vision, ou d'un déguisement. Mais lorsqu'il tenta de s'approcher, la silhouette se retourna lentement, puis s'éloigna, sans un bruit, comme si elle glissait à travers les feuillages. Il ne la revit plus jamais. Il raconta l'incident à ses collègues, qui se contentèrent de hausser les épaules ou de lui recommander de dormir davantage. Le poste enflamma National Park. Ce qui rendit la situation encore plus troublante, c'est que plusieurs autres personnes commentèrent avec des expériences similaires, mais à des endroits différents, à des époques différentes. Des visiteurs du parc de Shenandoah, de la forêt de Bridger-Teton, ou même des randonneurs dans les Adirondacks racontaient avoir aperçu une silhouette immobile, souvent au bord d'un sentier, parfois au sommet d'un rocher, toujours seule, toujours silencieuse, et toujours sans visage identifiable. Ces figures apparaissaient surtout à la tombée de la nuit ou par temps couvert. Les descriptions étaient étrangement précises et cohérentes. Ce n'était pas un flou dû à la distance, ni une peur exagérée. Tous parlaient d'une absence nette, comme si le visage avait été gommé, littéralement lissé. Plusieurs évoquaient un malaise immédiat, une sensation de lourdeur, comme si l'air devenait plus dense au moment de la rencontre. Un utilisateur, photographe amateur, posta une image prise en haute montagne. Il n'avait rien vu de particulier sur le moment. Mais en zoomant dans l'ombre d'un pin isolé, on distinguait nettement une forme humaine, tournée vers l'objectif. Pas de visage. La publication devint virale, mais fut supprimée quelques heures plus tard à la demande de l'auteur, qui affirma avoir reçu des appels inconnus depuis la mise en ligne. Un autre détail revenait souvent, la disparition subite du signal GPS dans la zone où la silhouette apparaissait. Certains téléphones s'éteignaient inexplicablement. Des montres connectées redémarraient sans raison. Un utilisateur affirma même que sa caméra GoPro s'était arrêtée de filmer juste avant qu'il ne s'approche de ce qu'il croyait être un randonneur en détresse. Quand il revint à son campement et vérifia la carte mémoire, la vidéo s'arrêtait net dès l'apparition d'un mouvement flou sur le côté droit du cadre. Les rumeurs sur ces hommes sans visage s'amplifièrent, si bien qu'une carte collaborative fut créée sur Google Maps par les membres de Reddit pour recenser les observations. Après plusieurs dizaines de points marqués, le fichier fut rendu privé. L'auteur du projet n'a plus jamais posté. Aujourd'hui, certains croient à un phénomène psychologique collectif, une illusion visuelle induite par la solitude et l'isolement. D'autres parlent d'expériences secrètes, de projections holographiques militaires, voire d'entités anciennes. Mais le doute persiste, et chaque nouveau témoignage, toujours similaire au précédent, creuse un peu plus l'inquiétude. Car si tous ces gens mentent, pourquoi leurs récits se ressemblent-ils autant, et pourquoi continuent-ils, année après année, dans des lieux séparés par des milliers de kilomètres? Le compte Reddit nommé A858DE45F56D9BC9 n'a jamais parlé. Il n'a jamais répondu à personne, jamais commenté un seul post. Et pourtant, pendant près de 6 ans, il est devenu l'un des mystères les plus obsédants de Reddit, attirant cryptographes amateurs, théoriciens, curieux et codeurs du monde entier. Tout est parti d'un détail presque anodin, une série de publications étranges, faites uniquement de chaînes de caractères incompréhensibles. Au début, ces messages semblaient aléatoires. Composés de chiffres, de lettres, d'espaces, ils apparaissaient régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, sans motif clair. Beaucoup pensaient à un bot détraqué ou à un test de serveur. Mais sur ARG, certains flairèrent autre chose. Ils commencèrent à archiver chaque poste, à les comparer, à tenter de les décoder. Ce qui paraissait au départ comme du bruit s'est vite révélé être un langage structuré, encodé dans divers formats, base 64, hexadécimale, et d'autres systèmes plus complexes. Certaines chaînes menaient à des messages en clair, comme des extraits de poèmes, des références historiques, ou même des phrases étrangement philosophiques. Une fois, un message décrypté disait simplement « Le destin du monde est entre vos mains ». Une autre fois, il ne contenait qu'un mot, d'or. Des centaines de redditors s'organisèrent pour suivre chaque post en temps réel. Des sites externes furent créés pour documenter les codes et les tentatives de déchiffrement.
Certains pensaient qu'il s'agissait d'un ARG élaboré, mis en place par une société secrète, une campagne marketing, voire une expérience sociale. D'autres étaient convaincus que c'était un projet de communication chiffrée entre agents, ou même un système de diffusion d'ordre codé à des groupes discrets. À mesure que l'obsession grandissait, les messages du compte devenaient plus rares, plus mystérieux. Un jour, après plusieurs mois de silence, il publia un post contenant une simple chaîne, 0 multiplié par 30. Cette publication déclencha un flot de spéculations. Était-ce un signal de fin? Une remise à zéro? Un message de désactivation? Puis, sans avertissement, le compte s'arrêta définitivement. Reddit ne fournit jamais d'explication. Le subreddit A858DE45F56D9BC9 reste accessible, mais figé dans le temps, comme une capsule de curiosité brute. Aucune publicité ne fut jamais associée au compte. Aucun créateur n'est venu réclamer l'idée. Aucun message caché ne donnait d'indice sur une fin ou une solution. Encore aujourd'hui, des utilisateurs analysent les anciens messages, convaincus qu'ils ont raté quelque chose. Le mystère du compte A858 reste entier. Certains pensent que les messages contiennent une clé plus vaste, un accès vers un système encore non découvert. D'autres sont persuadés qu'il s'agissait d'un projet d'intelligence artificielle testant des formes de langage crypté. Mais la plupart s'accordent sur une chose, il ne s'agissait pas d'un simple troll. Le niveau de complexité, la constance, la qualité du cryptage, tout laissait penser à un projet sérieux, mais dont l'objectif reste à ce jour l'un des secrets les mieux gardés de Reddit. Tout commence avec une série de photos postées tard dans la nuit par un utilisateur anonyme sur WTF. Le titre était vague, simplement « Je crois que je suis tombé sur quelque chose que je n'aurais pas dû voir ». Les images montraient l'intérieur d'un tunnel d'égout abandonné, visiblement sec, accessible par une bouche d'aération rouillée dans une zone industrielle désaffectée. L'utilisateur avait exploré les lieux avec un ami, attiré par une rumeur locale qui parlait de graffitis étranges sous un ancien entrepôt. Les premières images étaient banales, murs tagués, objets rouillés, quelques restes de squat. Mais au bout du tunnel, les choses prenaient une autre tournure. Une salle circulaire, creusée à la main dans la roche, s'ouvrait comme une chambre secrète. Au centre, une série de bougies rouges partiellement consumées formait un cercle autour d'un vieux téléphone portable brûlé. Contre les murs, 12 poupées de chiffon étaient suspendues par des cordes, pendues à des crochets rouillés. Chacune portait un masque d'enfant fabriqué à la main, avec un sourire cousu et des yeux noirs dessinés à l'encre. À côté des poupées, des inscriptions en lettres rouges recouvraient la paroi, des mots en latin approximatif, des phrases en anglais cassées, des noms inconnus. On pouvait lire ce qui ressemblait à des fragments de prières, des malédictions, et plusieurs fois, la même date revenait, 11 novembre. Un utilisateur identifia plus tard ce jour comme étant l'anniversaire d'un incendie dans un hôpital psychiatrique abandonné situé non loin de là. La publication devint virale en quelques heures. Certains criaient au fake, d'autres tentaient de retrouver la localisation exacte grâce aux indices visibles dans les images. Plusieurs affirmaient reconnaître le système d'égout, associé à une ancienne ville minière en Pennsylvanie. Très vite, d'autres redditors décidèrent de s'y rendre eux-mêmes pour vérifier. L'un d'eux revint quelques jours plus tard avec de nouvelles photos. La pièce existait bel et bien. Mais tout avait changé. Les poupées avaient été retirées. Les inscriptions effacées. Le sol nettoyé. Seul le téléphone brûlé restait encore sur place, comme une relique muette. La présence fraîche de cire au sol prouvait pourtant que quelqu'un était récemment revenu. Les modérateurs de WTF finirent par verrouiller les commentaires. Le posteur original ne répondit plus. Quelques semaines plus tard, son compte fut supprimé. Des utilisateurs plus investis tentèrent de contacter les autorités locales, mais sans réponse. Une rumeur commença à circuler selon laquelle une société immobilière privée aurait acheté tout le secteur industriel abandonné quelques jours après la publication. Personne ne put confirmer. Le rituel dans les égouts devint une légende sur Reddit. Reposté, analysé, parfois même repris dans des vidéos YouTube ou des podcasts,
il cristallisait ce sentiment d'avoir vu un fragment d'un monde souterrain que l'on ne comprend pas. Une organisation? Un culte? Un jeu? Ou quelque chose de bien plus ancien, patient et discret? Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont descendus dans ces tunnels depuis n'y ont jamais retrouvé les éléments du rituel. Mais certains disent que, parfois, la réception de leur téléphone chute sans raison dès qu'ils s'approchent. Et qu'ils entendent un bourdonnement très bas, semblable à une respiration retenue. Le premier message est arrivé un soir, à une heure banale. L'utilisatrice, que nous appellerons Clara, était active sur Reddit depuis des années, surtout dans des subreddits liés à l'art, aux animaux de compagnie et à la santé mentale. Elle n'avait jamais eu de soucis particuliers. Jusqu'à ce soir où elle reçut un message privé étrange, sans titre, sans contexte. Le texte était court, « Tu es belle quand tu dors face à la fenêtre ». Clara hésite. Elle pense à une erreur, un bot ou un message envoyé par un inconnu au hasard. Elle vérifie son profil, tout est en ordre. Le compte qui a envoyé le message est nouveau, sans aucune activité publique. Elle le bloque. Mais le lendemain, un autre message arrive. Cette fois, le compte a un pseudo différent, mais le ton est le même, inquiétant, personnel. Il fait référence à une photo d'enfance qu'elle n'a jamais publiée sur Reddit, mais qui se trouve sur un vieux compte Instagram privé, lié à son adresse email, elle l'avait oublié depuis longtemps. Les jours passent, les messages continuent. Chaque fois, ils viennent de nouveaux comptes. Ils sont toujours calmes, polis, mais terriblement précis. L'un d'eux évoque le nom de son chat. Un autre mentionne une robe qu'elle avait portée lors d'un mariage, visible uniquement dans une photo de groupe publiée par un ami. Les comptes disparaissent après chaque message, comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle signale tout aux administrateurs de Reddit, mais aucune action concrète n'est prise. Elle change ses mots de passe, passe en revue tous ses anciens comptes, supprime ce qu'elle peut. Mais les messages continuent, toujours d'ailleurs. Ce qui la trouble le plus, c'est qu'il semble connaître ses pensées. L'un des messages arrive à peine quelques minutes après qu'elle ait rédigé, puis effacé, un commentaire avant de le publier. Le message disait « Tu avais raison de ne pas le poster. Ça aurait été trop révélateur. » Un jour, elle décide de répondre. Elle demande qui est derrière tout ça. Le message qu'elle reçoit en retour ne contient qu'un seul mot, « toi ». À partir de là, les messages deviennent plus intimes, comme si l'expéditeur connaissait non seulement ses habitudes, mais aussi ses souvenirs. Il évoque un endroit précis dans sa maison d'enfance où elle se cachait pour pleurer. Un jouet qu'elle avait perdu à l'âge de 6 ans. Des détails impossibles à deviner, sauf pour quelqu'un qui aurait vécu avec elle. Elle commence à se convaincre que ce n'est pas un simple harceleur, mais quelque chose de plus profond, plus abstrait. L'idée que ce soit une version d'elle-même, une intelligence artificielle évolutive, ou une présence connectée à ses données les plus enfouies, commence à s'insinuer. Finalement, elle décide de quitter Reddit. Elle supprime son compte, efface ses données, disparaît du web. Pendant un temps, le silence revient. Jusqu'à ce qu'un autre utilisateur sur Creepypunk poste une capture d'écran, un message reçu d'un compte anonyme, avec exactement les mêmes mots que ceux qui avaient été envoyés à Clara des mois auparavant. Mot pour mot. Un nouveau cycle venait peut-être de commencer. Sur Paranormal, les récits d'enfants parlant de vie passée reviennent souvent. Mais l'histoire qui a le plus marqué la communauté est celle postée par une mère de famille sous un compte jetable. Elle voulait, selon ses mots, comprendre sans s'exposer. Elle racontait que son fils, âgé de 3 ans à peine, avait commencé à tenir des propos qui n'avaient aucun sens à première vue, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop cohérents pour être ignorés. Tout avait commencé avec une simple remarque. En jouant dans le jardin, l'enfant s'était arrêté, avait levé les yeux vers sa mère, et avait dit calmement qu'il ne voulait pas mourir dans la voiture cette fois-ci. Sur le moment, elle avait cru à un mot appris au hasard ou à une mauvaise interprétation. Mais ce genre de phrase revenait. Il disait des choses comme « Je me rappelle quand la voiture a plongé dans l'eau » ou « Je n'arrivais plus à ouvrir la ceinture ».
Au début, elle pensait à une imagination trop vive, nourrie peut-être par une image vue à la télévision ou par accident sur une tablette. Mais ce qui la frappa, c'est que ses souvenirs semblaient douloureux. Il ne les racontait pas comme une histoire, mais comme un traumatisme réel. Parfois en larmes, parfois en tremblant. Un soir, lors du bain, il montra une petite cicatrice sur son épaule et dit que c'était là où le ver était entré. Un autre jour, il demanda s'ils allaient bientôt repasser par le grand pont qui tombe dans l'eau, alors qu'ils n'avaient jamais pris de pont semblable ensemble. La mère commença à noter toutes ces paroles dans un carnet. Les détails devenaient de plus en plus précis. Il parlait d'une voiture bleue, d'un chien à l'arrière, d'un homme qui criait, puis de silence. Inquiète mais curieuse, elle posta son témoignage sur Paranormal. Les réactions furent partagées. Certains lui suggérèrent des explications psychologiques, d'autres lui conseillèrent de consulter un spécialiste. Mais plusieurs membres du subreddit, spécialisés dans les cas de mémoire de vie antérieure, l'encouragèrent à creuser. On lui proposa de poser des questions ouvertes à son fils, sans lui influencer les réponses. Elle le fit. Il donna un prénom. Une ville. Un nom de rue. Le prénom ne correspondait à personne dans leur entourage. La ville était à des milliers de kilomètres, dans un état où il n'était jamais allé. Par curiosité, elle décida de faire une recherche. Et elle trouva. 10 ans auparavant, un accident avait eu lieu dans cette ville. Une voiture bleue, tombée d'un pont lors d'un dérapage sur route mouillée. 2 personnes étaient mortes, un adulte et un petit garçon. Un chien avait été repêché vivant. Les noms correspondaient. La rue, le pont, la description, tout collait. Elle ne montra jamais ces informations à son fils, mais continua à l'écouter. Progressivement, les souvenirs semblèrent s'estomper. Vers l'âge de 4 ans, il n'en parla plus jamais. C'était comme si ce fragment de mémoire s'était refermé. Elle posta une dernière mise à jour sur Reddit, disant qu'elle n'avait plus peur, mais qu'elle continuerait à garder ses souvenirs écrits, au cas où. Elle n'a plus jamais reposté depuis. Pour les membres de Paranormal, cette histoire est restée un des récits les plus crédibles et dérangeants du forum. Non pas parce qu'elle prétend prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle illustre un phénomène vécu de façon intime, calme, sans exagération. Un enfant qui n'avait aucune raison d'inventer ce qu'il disait, et qui semblait porter, au fond de lui, l'écho d'une autre vie. La publication était impressionnante, presque fascinante à première vue. Un utilisateur, se présentant comme analyste en cybersécurité spécialisé dans la modélisation comportementale, avait créé une carte thermique basée sur des données publiques de Reddit. Il expliquait qu'il avait collecté des millions de commentaires, messages et interactions pour détecter des schémas de harcèlement ciblés sur la plateforme. L'objectif affiché était noble, mieux comprendre comment les communautés se radicalisent et comment les comportements abusifs se propagent. Le post contenait plusieurs cartes colorées, des graphiques en 3D, des visualisations par heure, jour de la semaine, catégorie de subreddit. Il avait réussi à cartographier les moments où les attaques étaient les plus concentrées, et dans quel sous-forum elles apparaissaient. Ce qui avait attiré l'attention, c'était une section particulière, sobrement intitulée « Corrélation entre comportements extrêmes et groupes d'utilisateurs spécifiques ». Il y montrait, sans nommer les individus, que plusieurs profils très actifs sur Reddit apparaissaient de façon récurrente dans des situations de harcèlement groupé. Ces utilisateurs étaient parfois modérateurs, présents dans plusieurs subreddits à la fois, et semblaient intervenir juste avant que des vagues de bannissement ou de brigading, invasion coordonnée de commentaires, ne soient lancées. Certains schémas étaient impossibles à ignorer. La carte révélait qu'à certains moments, des groupes de 5 à 10 comptes prenaient simultanément le contrôle de discussions dans différents subreddits, pour rediriger les débats, faire taire des opinions ou orienter les votes. L'auteur évoquait la possibilité que ces groupes ne soient pas des individus séparés, mais des clusters contrôlés par une seule entité, peut-être à des fins politiques ou de manipulation sociale. Peu de temps après la publication, plusieurs choses étranges se produisirent. D'abord, le post fut massivement signalé. Il n'y avait pourtant rien d'illégal, ni de données personnelles.
Mais les rapports affluaient, avec des justifications vagues, désinformation, violation de règles, harcèlement, même contenu non pertinent. Ensuite, le compte de l'auteur fut suspendu, sans explication claire. Un miroir du post fut publié sur un autre subreddit de data science. Là encore, il disparut en moins d'1 heure. Le site personnel de l'utilisateur, listé dans sa bio, afficha un message d'erreur 403. Certains utilisateurs tentèrent de retrouver ces anciens travaux. La plupart avaient également disparu. Les caches Google furent brièvement accessibles, puis vidées. Une discussion parallèle sur Mode Support révéla que certains modérateurs, contactés par des comptes anonymes, avaient reçu des propositions de rémunération pour modifier les règles de leur subreddit et dissimuler certains types de données. Rien de concret, mais assez troublant pour éveiller la méfiance. À ce jour, personne n'a pu retrouver l'identité de l'utilisateur. Son pseudo reste archivé sur quelques threads, souvent cités avec prudence. Certains pensent qu'il a été victime d'un groupe organisé, capable de faire pression directement sur les structures internes de Reddit. D'autres pensent qu'il a tout simplement eu peur d'aller trop loin et s'est effacé lui-même. Mais pour ceux qui ont vu les graphiques ce jour-là, la sensation était claire. Quelqu'un avait illuminé un PAN invisible de Reddit, mis en lumière des comportements trop bien coordonnés pour être naturels. Et ce regard avait duré juste assez longtemps pour inquiéter ceux qui préféraient rester dans l'ombre. Le post initial ne semblait rien d'exceptionnel. Un utilisateur avait publié une photo d'une maison ancienne, en bois, légèrement délabrée mais charmante, située au bout d'un chemin de terre bordé d'arbres. Le titre était sobre, « Ma vieille maison de famille, prise ce matin ». L'image fut bien accueillie. Beaucoup commentèrent l'esthétique rustique, la lumière naturelle et l'ambiance paisible qui s'en dégageait. Le post atteignit rapidement le haut de la page. Mais dès le lendemain, un commentaire attira l'attention. Un utilisateur affirma que la photo avait changé. Intrigué, il retourna sur le post, ouvrit l'image, et remarqua un détail inhabituel. Un rideau, auparavant ouvert, était désormais fermé. D'autres vérifièrent à leur tour. Certains disaient que la chaise sur le porche n'était pas dans la même position. Une silhouette floue semblait même apparaître à l'étage, derrière une vitre. Au début, tout le monde pensa à un effet de perspective ou à une manipulation discrète. Mais les jours suivants, la situation devint plus étrange. L'image continuait de changer. Lentement, imperceptiblement, elle évoluait. Le ciel se couvrait. La peinture de la maison se fendillait. Une balustrade cassée apparaissait. Puis, plus dérangeant encore, de nouveaux éléments surgissaient. Le 5e jour, une forme humaine semblait se tenir dans l'ombre du porche. Le 7e jour, une main apparaissait contre une vitre à l'étage. Le 10e jour, la porte d'entrée semblait légèrement ouverte, alors qu'elle était fermée dans les versions précédentes. Pourtant, personne ne modifiait officiellement le post. L'auteur n'intervenait plus. Il ne répondait à aucun commentaire. Son compte affichait une dernière connexion datant du jour de la publication. Des utilisateurs tentèrent d'archiver l'image, de la comparer pixel par pixel aux versions précédentes. Les changements étaient subtils, parfois impossibles à détecter sans logiciel. Mais ils étaient bien là. Des copies enregistrées sur des disques durs restaient figées. Seule l'image hébergée sur Reddit semblait évoluer. À partir du 13e jour, les commentaires devinrent frénétiques. L'image montrait maintenant un visage à la fenêtre. Il était tourné vers l'objectif. Flou, presque spectral. Une expression figée, vide. Le genre de regard qui suit l'observateur. Certains dirent qu'en agrandissant l'image, on pouvait voir leur propre visage flouté dans les reflets des vitres. D'autres affirmaient que l'angle de la prise de vue avait légèrement changé, comme si la maison se rapprochait lentement. Le 15e jour, le post fut supprimé. Plusieurs utilisateurs avaient pris des captures d'écran du thread, mais plus aucun lien ne menait à l'image originale. Le compte de l'auteur avait été effacé. Pas désactivé. Supprimé totalement,
comme s'il n'avait jamais existé. Le nom ne donnait aucun résultat. Des recherches dans les archives de Reddit échouèrent. Même les images sauvegardées en ligne devinrent corrompues. Les versions restantes affichaient des artefacts numériques, comme si elles avaient été volontairement endommagées. La communauté de Peak, d'ordinaire légère et joyeuse, évita le sujet pendant un temps. Mais dans d'autres subreddits comme Creepy, l'histoire fut racontée encore et encore. Certains pensent qu'il s'agissait d'un ARG complexe, un jeu d'horreur numérique en temps réel. D'autres croient que c'était une expérience sur la perception collective ou un test de Reddit lui-même. Mais pour ceux qui ont vu l'image changer, jour après jour, il reste une certitude. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas un effet d'optique. Et quoi que soit cette maison, elle regardait aussi. L'histoire a commencé par une simple question postée sur Android, le subreddit technique où l'on discute habituellement de mises à jour, de marques de smartphones, de bugs et d'applications utiles. Un utilisateur demandait si quelqu'un connaissait une application appelée TLM R03, qui apparaissait dans la liste des processus actifs de son téléphone, mais n'était visible nulle part dans ses applications installées. La question attira peu d'attention au départ. Des réponses suggéraient qu'il s'agissait peut-être d'un processus système masqué, d'un malware ou d'un fichier temporaire. Mais l'auteur insistait. Cette application ne consommait presque aucune ressource, mais apparaissait toujours en arrière-plan, même après une réinitialisation usine. Elle ne pouvait pas être désinstallée. En essayant de forcer son arrêt, rien ne se produisait. Il n'y avait aucun logo, aucune interface, aucun détail visible à part un identifiant alphanumérique changeant tous les 3 jours. Peu à peu, d'autres utilisateurs commencèrent à confirmer qu'ils voyaient aussi cette mention sur leurs appareils. Il n'y avait pas de point commun évident entre eux. Marques différentes, régions différentes, versions Android différentes. Un utilisateur, développeur amateur, tenta d'analyser les logs système. Il découvrit que TLM R03 accédait à certains capteurs du téléphone sans autorisation explicite, accéléromètre, gyroscope, parfois même microphone. Mais ce qui fit basculer la situation, ce fut un message publié une semaine plus tard. Un autre utilisateur expliquait que depuis que cette application était apparue sur son téléphone, il recevait des notifications vides, toujours à la même heure, 23h17. Pas de son, pas de vibration. Juste une lumière furtive à l'écran, et un écran de notification sans texte. En appuyant dessus, rien ne s'ouvrait. Il avait cru à une coïncidence, jusqu'à ce que d'autres confirment recevoir exactement la même chose, à la même heure, dans différents fuseaux horaires. Certains commencèrent à avoir des comportements inhabituels sur leur téléphone. La caméra frontale s'activait brièvement sans qu'aucune application ne soit ouverte. Les utilisateurs retrouvaient des photos prises à leur insu, stockées dans un dossier caché nommé System-Watch, que seul un accès root permettait de découvrir. À l'intérieur, des images sombres, prises de très près, parfois floues, comme si le téléphone s'était déclenché dans une poche ou une pièce obscure. Le subreddit s'enflamma. Des posts furent massivement supprimés dans les jours qui suivirent. Des modérateurs affirmèrent que les liens vers certaines discussions étaient automatiquement bloqués, sans qu'ils aient modifié les règles. Plusieurs membres rapportèrent que leur compte Reddit avait été suspendu temporairement après avoir partagé les journaux système montrant l'activité suspecte de l'application. Un utilisateur prétendit avoir trouvé une ancienne version de TLM R03 dans le firmware d'un smartphone importé d'Asie. Il affirma que cette application faisait partie d'un projet de surveillance en développement, non déclaré, et qu'elle n'était pas censée être visible. Il posta un lien vers un fichier APK et un rapport d'analyse, mais le lien fut désactivé dans l'heure. Son compte, lui aussi, disparut. Depuis, le nom TLM R03 n'apparaît plus. Certains disent que l'application a changé de nom. D'autres affirment que son comportement a été masqué plus profondément dans les nouvelles versions d'Android. Mais ceux qui l'ont vu, ceux qui ont reçu ces notifications silencieuses, affirment encore ressentir un frisson chaque fois qu'ils activent leur caméra. Car parfois, disent-ils, ils ont l'impression que leur téléphone sait déjà ce qu'ils vont faire avant même qu'ils ne le touchent.
L'histoire débute comme beaucoup d'autres sur Legal Advice, un subreddit où les utilisateurs posent des questions juridiques, souvent banales, problèmes de contrat, litiges entre voisins, ou désaccords professionnels. Mais ce jour-là, le message posté par une locataire allait secouer toute la communauté. Elle expliquait qu'elle venait de louer un petit appartement dans une maison divisée en 3 logements. Tout semblait normal. Le propriétaire, un homme âgé et discret, vivait à l'étage. Il se montrait cordial, mais distant. Elle avait emménagé depuis 2 mois et n'avait rien remarqué d'anormal jusqu'au jour où elle découvrit, par hasard, une clé USB tombée derrière un meuble de la salle de bain. Curieuse, elle la branche sur son ordinateur. À l'intérieur, un seul dossier, vidéo. Elle pense d'abord à des fichiers d'installation ou des documents oubliés. Mais ce qu'elle découvre, ce sont des dizaines de vidéos classées par date. Des enregistrements de nuit. La caméra semble fixe, installée en hauteur, dans ce qui ressemble à sa propre chambre. Elle se voit en train de dormir, filmée depuis un angle qu'elle ne reconnaît pas. Parfois pendant plusieurs heures. Elle vérifie immédiatement sa pièce. Derrière le détecteur de fumée, elle trouve une petite lentille noire. Une caméra miniature. Terrifiée, elle change de logement le jour même. Elle poste sur Legal Advice pour savoir quelles sont ses options. Peut-elle porter plainte? Comment prouver que le propriétaire est responsable? Les conseils pleuvent: conserver la clé USB, prendre des photos des vidéos, éviter tout contact avec le propriétaire, aller voir la police. Mais ce n'est pas la suite qui trouble les internautes. C'est ce que l'autrice découvre ensuite, en regardant les vidéos restantes. Dans certaines séquences, elle dort paisiblement. Puis, à partir d'une certaine date, une silhouette apparaît dans le cadre. Elle entre dans la chambre très lentement, toujours au milieu de la nuit, reste debout près du lit sans bouger pendant de longues minutes, puis repart. Ce n'est pas un cambrioleur. Il ne vole rien. Il n'agresse pas. Il regarde. La personne porte un vêtement ample, impossible à identifier. Elle ne parle jamais. Ne fait aucun bruit. Sur les vidéos les plus récentes, elle semble s'approcher un peu plus à chaque visite. Sur la dernière vidéo, elle se penche au-dessus du lit. Son visage est flouté par l'ombre, mais on devine une forme familière. L'utilisatrice est persuadée qu'il s'agit du propriétaire. Elle contacte la police. Une enquête est ouverte. Les forces de l'ordre confirment que la caméra était dissimulée dans un détecteur. Mais faute de preuves directes que le propriétaire est bien celui sur la vidéo, aucune poursuite immédiate n'est engagée. Il nie tout. Prétend que l'appartement a été équipé par l'ancien locataire. Aucune empreinte sur la caméra. La clé USB semble avoir été manipulée avec des gants. La publication sur Legal Advice devient virale. Des dizaines d'utilisateurs partagent des histoires similaires. D'autres fouillent l'historique du propriétaire, découvrant qu'il a déjà eu des plaintes de locataires par le passé, toutes classées sans suite. La locataire, elle, quitte l'état. Elle ne poste plus. Un utilisateur affirme avoir reconnu la ville d'origine et tente de retrouver les lieux pour y mener sa propre enquête, mais le fil s'interrompt brusquement. Aujourd'hui encore, certains utilisateurs de Reddit relisent ce thread en entier, avec l'étrange impression que ce n'était pas une histoire de voyeurisme, ni même une simple affaire de caméra cachée. Car la lenteur des gestes, la mise en scène, et le silence absolu de la figure observatrice semblaient presque rituels. Comme si le but n'était pas seulement de regarder, mais d'attendre. Ask Culinary est un subreddit populaire où l'on pose des questions sur les techniques de cuisine, les ingrédients rares, ou les astuces pour améliorer un plat. C'est un endroit chaleureux, souvent joyeux, rempli de passionnés. Et pourtant, un jour, une question a glacé une partie de la communauté. Un utilisateur publia un post sobrement intitulé « Quelqu'un connaît cette soupe ?» Il y décrivait une recette que lui avait transmise sa grand-mère, originaire d'un village isolé d'Europe de l'Est. Une soupe étrange,
à base d'herbes locales difficiles à traduire, d'un os de volaille roussi au feu, de coquilles de graines réduites en poudre, de vinaigre fermenté maison, et d'un ingrédient mystérieux qu'il appelait simplement le morceau du centre. Il disait qu'il n'avait jamais trouvé d'équivalent en magasin, mais que sa grand-mère le conservait toujours dans une petite boîte noire, au fond de son congélateur. Il expliquait qu'il avait tenté de la reproduire. À chaque fois, le goût était incroyable, mais un détail le troublait, après l'avoir consommé, quelqu'un tombait malade. Une fois, ce fut sa sœur, une autre fois, son colocataire. Pas de symptômes classiques. Juste une fatigue inexpliquée, des cauchemars, des migraines violentes, et une peur constante d'être observé. Lui-même n'avait jamais souffert physiquement, mais il avait remarqué que des choses étranges se produisaient dans la maison après qu'il cuisine la soupe. Des bruits de pas alors qu'il était seul. Des ombres dans les coins. Une sensation de tension permanente dans l'air. Les membres du subreddit furent d'abord intrigués. Certains posèrent des questions sur les ingrédients. D'autres essayèrent de reconstituer la recette avec ce qui était fourni. L'auteur répondit pendant un temps, donnant des détails flous, puis encourageant même certains à tester la soupe chez eux. 3 utilisateurs dirent l'avoir cuisinée. Le lendemain, 2 d'entre eux supprimèrent leur compte. Le 3e posta une réponse. Il disait que la soupe avait une odeur agréable, mais inhabituelle. Qu'après en avoir mangé, il s'était senti euphorique pendant 1 heure, puis vidé d'énergie, comme si quelque chose lui avait aspiré la chaleur du corps. Sa caméra de surveillance intérieure avait détecté du mouvement dans le salon à 4h37 du matin. Il vivait seul. La vidéo montrait un passage sombre, flou, traversant rapidement la pièce. La vidéo fut supprimée peu après sa publication. Son compte disparut 2 jours plus tard. Des utilisateurs plus expérimentés dans les herbes médicinales ou les toxines naturelles tentèrent d'identifier les ingrédients. Un ethnobotaniste reconnu sur Reddit reconnut une des herbes décrites, une plante hallucinogène utilisée dans certains rites de purification en Europe centrale, connue pour provoquer des états altérés. Mais aucun ingrédient ne justifiait les effets décrits, ni les réactions en chaîne observées après ingestion. Le post d'origine fut supprimé par les modérateurs 1 semaine plus tard, officiellement pour violation des règles sur les substances douteuses. Mais plusieurs utilisateurs affirmèrent que le contenu ne contrevenait à rien. Un modérateur, dans un message privé filtré, aurait même écrit à un autre membre « Ce post n'aurait jamais dû être autorisé. Ce n'est pas une recette, c'est un appel. » L'histoire est aujourd'hui connue sous le nom de « La soupe du centre ». Une version archivée du post circule encore sur certains forums de cuisine ésotérique ou d'horreur collaborative. Mais ceux qui l'ont lu affirment qu'il manque des détails. Des phrases entières ont disparu. Certains prétendent que l'ingrédient central n'était pas une plante, mais quelque chose d'humain. Un vestige transmis, caché, conservé dans le froid pour garder sa nature intacte. Et ceux qui ont goûté à cette soupe disent que, parfois, en pleine nuit, ils sentent encore son parfum. Comme si elle les appelait à recommencer. Le subreddit Schizophronia se voulait un espace de soutien. Un lieu où les personnes vivant avec des troubles schizophréniques pouvaient échanger librement, briser leur isolement, poser des questions, et trouver une forme de réconfort entre pairs. Pendant longtemps, ce fut un espace calme, rempli de témoignages poignants, de récits de résilience et de conseils médicaux partagés avec bienveillance. Mais à un moment, quelque chose a changé. Un utilisateur, dont le pseudo a depuis été effacé, a commencé à poster régulièrement. Ses messages étaient longs, cohérents mais teintés d'un ton alarmant. Il disait qu'il avait compris l'origine de sa maladie, qu'elle ne venait pas du cerveau, ni d'un déséquilibre chimique, mais d'un système externe, intentionnel. Il parlait de signaux électromagnétiques, d'ondes spécifiques envoyées depuis les antennes 5G, et affirmait que certaines pensées n'étaient pas les siennes. Il appelait cela les pensées insérées. Au départ, la modération a laissé passer ces messages. Ils étaient troublants, mais pas agressifs. Certains membres répondaient avec prudence, tentant de le rassurer, de le ramener sur le terrain médical. Mais peu à peu, d'autres ont commencé à relayer des ressentis similaires.
Ils disaient eux aussi entendre des voix synchronisées à des événements extérieurs, ressentir des vibrations dans le crâne au moment exact où ils voyaient des flashs lumineux à la télévision, ou reconnaître des phrases dans les publicités qui semblaient leur être adressées personnellement. En l'espace de quelques semaines, le ton du subreddit a glissé. Plusieurs utilisateurs racontaient des expériences quasi identiques, comme si leur délire avait fusionné. Un vocabulaire commun s'est formé. On y retrouvait les mêmes codes, les mêmes accusations contre les technologies, les gouvernements, les psychiatres. Le plus troublant, c'est que certains des utilisateurs n'avaient jamais présenté de symptômes psychotiques auparavant. Ils étaient là pour soutenir un proche ou poser des questions sur les traitements. Et pourtant, après plusieurs semaines d'exposition à ces récits intenses, ils racontaient à leur tour avoir commencé à douter de la réalité. La modération a tenté de réagir. Certains posts ont été supprimés. Les discussions les plus inquiétantes ont été fermées. Mais il était trop tard. Une sorte de psychose collective s'était installée dans une partie du subreddit. Les messages se multipliaient. Certains racontaient qu'ils avaient arrêté leur traitement. D'autres expliquaient que leur psychiatre faisait partie du système qui les surveillait. Quelques-uns disaient vouloir se cacher, partir dans les bois, ou couper tout contact avec leurs proches. Finalement, Reddit est intervenu. Le subreddit a été temporairement verrouillé. Une nouvelle équipe de modération a été mise en place avec l'aide de professionnels de santé mentale. L'ancienne équipe, dépassée et parfois complice, a été écartée. Des ressources officielles ont été intégrées au haut de chaque page. La consigne était claire, protéger les plus vulnérables de ce qui ressemblait à une contagion psychique. Mais dans les profondeurs du forum, certains de ces anciens messages existent encore, capturés dans des captures d'écran, archivés sur des sites externes. Ils sont devenus une sorte de relique numérique, le témoignage effrayant d'un moment où, pendant quelques semaines, des pensées délirantes se sont mises à se propager, non pas à travers la chimie du cerveau, mais par les mots, les écrans, et le miroir déformant d'une communauté en détresse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.